Bonjour à tous, je suis ravie de vous accueillir avec Timothée, fondateur de l'agence Archer, pour cette première édition des Grands Entretiens. Nous avons pensé ces Grands Entretiens comme une série de rencontres pour décrypter les grands enjeux économiques, sociétaux, environnementaux de notre époque. Pour cela, nous réunissons autour de la table des leaders d'opinion du secteur privé, des intellectuels, des institutionnels, pour débattre, éclairer et nous aider à mieux comprendre ces grandes questions. Pour cette première édition, nous avons souhaité nous intéresser aux questions et aux difficultés de financement de l'industrie de la défense. Pour cela, nous avons réuni autour de notre table 4 invités de marque. Donc, j'ai le plaisir d'accueillir Denis Gardin. Vous êtes directeur innovation et technologie chez MBDA, leader européen dans la conception de missiles et des systèmes de missiles. Votre position vous amène au quotidien à être confronté à ces questions de financement et notamment ses conséquences sur l'innovation et la pérennité de notre tissu industriel de l'industrie de la défense. Guy Gorevitch, vous êtes président de France Angel, un réseau qui fédère des business angels en France. Vous avez récemment lancé Défense Angel, donc un réseau dédié justement au financement de l'industrie de la défense pour pallier à ces difficultés. Lucas Lebel, vous êtes cofondateur et CEO de Cerber, fondé en 2015. Vous développez et commercialisez des solutions de brouillage, notamment pour lutter contre les attaques de drones de plus en plus fréquentes sur notre territoire. Enfin, François Matins, vous êtes directeur des affaires publiques et innovation pour le GICAT. Votre groupement défend les intérêts de plus de 270 acteurs de l'industrie française de l'armement, allant des grands comptes jusqu'aux startups. Ce tour de table terminé, je laisse la parole à Timothée pour introduire le sujet qui mobilise notre attention ce matin. Merci Sarah et merci messieurs de nous éclairer de vos lumières. Les intentions de la Russie, de la Chine, de la Turquie ne sont pas toujours très amicales à notre égard. La menace du terrorisme islamiste plane, du Moyen-Orient au Sahel et évidemment sur le sol européen également. Nos alliés traditionnels ne jouent pas toujours franc jeu, ainsi l'annulation surprise et quelque peu humiliante du contrat conclu entre Naval Group et l'Australie. Et ces transformations géopolitiques se sont accompagnées l'année dernière d'un nouveau record dans les dépenses mondiales d'armement, près de 2000 milliards de dollars, soit 1650 milliards d'euros, et ce malgré le Covid. Donc certains s'inquiètent de voir la France, l'Union européenne, perdre en influence. Or, une des questions et des conditions essentielles de l'autonomie stratégique, c'est-à-dire de la capacité pour un pays, pour un continent à se défendre face à des menaces de plus en plus nombreuses, passe par des équipements à la pointe de la technologie et donc une industrie de la défense performante. Or, depuis quelques temps, on entend une petite musique à la fois de la part de grands industriels, mais aussi de start-up, qui s'inquiètent et qui pointent des problèmes de financement auxquels font face cette industrie. Donc, je suis ravi de vous accueillir pour parler de ça ce matin. Et je m'adresse donc directement à vous, François Matins, vous êtes le directeur des affaires publiques du GICAT. Est-ce que vous pouvez nous rappeler, dans les grandes lignes, comment s'articulent les industries nationales de la défense et l'idée d'une défense européenne ? Oui, alors tout à fait, vous avez dit des mots-clés qui sont intéressants, notamment sur les sujets de souveraineté. Et l'industrie de défense est un outil stratégique pour la France en matière de souveraineté, de par son fonctionnement, de par l'apport technologique et opérationnel qui peut d'abord servir pour les forces armées et les forces de sécurité françaises. C'est pour ça que ça a été créé, notamment avec la délégation générale pour l'armement, avec le général de Gaulle. Et donc, il y a une relation très particulière entre l'industrie de défense et l'État français, de par la relation actionnariale qu'il peut y avoir dans certaines entreprises, et le fait que le premier levier de développement de nos industriels sont d'abord le budget de l'État, où il faut quand même avoir conscience que le budget de la défense aujourd'hui, c'est le deuxième budget de l'État, si on enlève la dette derrière l'éducation nationale. Donc, il y a une vraie relation très régalienne qui est liée à l'industrie de défense. Et ça, c'est intrinsèque à l'écosystème dans lequel on évolue. Donc, c'est ce qu'on appelle le budget de défense et la loi de programmation militaire qui permet d'avoir une visibilité sur entre 4 et 6 ans pour donner la visibilité à nos industriels, parce que c'est du temps long quand on développe des produits. Et il n'empêche qu'à côté de ça, on doit s'appuyer quand même sur des partenaires privés dans le milieu bancaire et financier, où aujourd'hui on constate depuis 4-5 ans
où il y a une dominante qui vient un peu, comme dites, des petits bruits qui avant étaient des signaux faibles, qui maintenant sont de moins en moins faibles, pour pas dire un peu plus fort, sur une remise en question du financement de ça. Et vous avez la dimension européenne, qui aujourd'hui prend de plus en plus de place, et MBDA qui ici est un exemple de réussite d'une consolidation européenne en matière d'industrie de défense. Il n'empêche que c'est pas un fleuve tranquille de travailler dans une dimension européenne parce qu'il y a des intérêts qui peuvent être parfois divergents. Même quand ils sont convergents, ils ne sont pas toujours faciles parce qu'il peut y avoir des micro-intérêts. Et on voit parler d'un sujet de souveraineté européenne, alors qui peut être un peu un oxymore, parce qu'aujourd'hui, parler de souveraineté et à la fois d'Europe, ça aussi, c'est à la fois politiquement, mais également industriellement, c'est pas toujours facile à trouver. Donc vous arrivez dans un contexte aujourd'hui où l'industrie de défense française est un peu à l'heure des choix sur est-ce qu'on continue de se renforcer à une dimension européenne parce que le marché intérieur national français, mais ça vaut pour d'autres pays, ne suffit pas, donc il faudrait peut-être réfléchir à une dimension un peu plus européenne. Et de l'autre côté, on le voit aussi, les relations avec l'Allemagne, qui est notre partenaire privilégié depuis des années, est quand même assez complexe, et d'autres partenaires européens qu'on pourrait avoir, on le voit, les Italiens dans le naval, les Britanniques qui sont sortis avec le Brexit. Tout ça fait qu'aujourd'hui, il y a une période qui est assez complexe. On voit ne serait-ce même dans la structuration de l'industrie de défense et également sur les sujets de financement qu'on va aborder aujourd'hui. Mais alors justement, comme vous parliez d'Europe, il n'y a pas une contradiction entre à la fois cette volonté européenne de bâtir des projets communs et ce projet porté par la Commission, ce projet de directive de compliance qui serait, notamment avec des grands principes EGS, l'arrivée d'un écolabel vert qui exclurait de facto l'industrie de la défense et donc le potentiel financement. Est-ce que vous pouvez nous décrire un peu ce Oui, projet ? tout à fait. Et là, en ce moment, il y a un peu une schizophrénie européenne sur le sujet, où d'un côté, vous avez un fonds européen de défense, donc un peu moins de 8 milliards d'euros, qui est là pour soutenir une industrie de défense européenne à investir, à se consolider. Et au même moment, dans la rue d'en face à Bruxelles, il y a toute une dimension avec une montée en puissance, mais qui n'est pas uniquement liée à Bruxelles, c'est une tendance mondiale, et encore une fois, à juste titre, c'est de monter en puissance sur la responsabilité sociale et mentale, donc ESG, qui aujourd'hui met de plus en plus la pression sur des secteurs dits sensibles, dont la défense en tout cas a été catégorisée comme telle par certaines instances à Bruxelles, où aujourd'hui on a du mal à se positionner, et nous, l'industrie de défense, on essaie de pousser nos savoir-faire et notre position sur le sujet, ou quelque chose qui nous fait mal au cœur, c'est de voir que dans certaines propositions européennes, dans les sujets qu'il faudrait exclure parce qu'elles ne remplissent pas les critères ESG, on voit que l'industrie de défense, en tout cas la défense, est mis au même niveau que l'industrie de la pornographie ou l'industrie du trafic de stupéfiants, alors que, vous voyez, vous doutez bien, je pense que le bon sens nous permet de dire qu'on ne fait pas quand même le même métier. Et ça, aujourd'hui, on voit qu'à Bruxelles, il y a une tendance globale de renforcer tout ce qui est engagement green, responsabilité compliance, encore une fois, c'est une très bonne chose, mais l'industrie de défense, à tort ou à raison, est stigmatisée et on nous a mis a priori dans des cases qui ne correspondent pas du tout aux valeurs qu'on a et surtout aux process qu'on met en place. Enfin, ça, et les gens qui sont ici pourront le dire autant que moi, c'est aujourd'hui, s'il y a bien une industrie, en tout cas en France, qui est la plus régulée, qui est la plus contrôlée, qui respecte le plus les problématiques de compliance et de sapin 2, c'est bien l'industrie de défense, parce qu'on a un secteur où on ne peut pas se permettre de jouer avec ça. Donc là, aujourd'hui, on est en train de mener des actions, évidemment, à Paris et à Bruxelles, pour faire la pédagogie, expliquer que on est un secteur qui est tout à fait responsable, qui est tout à fait capable de répondre aux critères de taxonomie verte, de écolabel, ou pour ceux qui ne connaissent pas, l'écolabel, c'est quelque chose qui est en train d'être travaillé à Bruxelles, même si il y a encore des discussions, mais la première proposition de l'écolabel expliquait que si plus de 5% du chiffre d'affaires d'une entreprise européenne était dans la défense, elle serait exclue des financements européens. Au même moment, vous avez un fonds européen de défense. Donc, vous voyez que cette schizophrénie, elle est quand même assez marquée. Donc là, il y a encore des débats qui sont en train de se discuter à Bruxelles. Nous, on joue notre partition pour essayer de ramener le bon sens et expliquer que l'industrie de défense, c'est un secteur qui est souverain, à la fois la dimension nationale et la dimension européenne, et c'est tout à fait quelque chose qui peut être compatible avec des engagements RSE et ESG. Je me tourne vers l'industriel. Denis Gardin, vous êtes le directeur d'innovation de MBDA. MBDA, c'est vraiment
le grand missilier européen. Ça appartient à la fois à Airbus, qui est franco-alémano-espagnol, à AES, qui est anglais, à Leonardo, qui est italien. Vous êtes vraiment l'exemple d'une société pleinement européenne. Quel est le regard de l'industriel européen justement sur cette nouvelle montée des normes et de manière générale sur les enjeux de financement pour garder une innovation performante? Oui, donc d'abord, pour rappeler notre mission chez MBDA, c'est de soutenir les forces européennes avec des équipements de pointe et des technologies souveraines. Dans notre métier, en fait, on regarde des choses à temps long. Hein. On parle aujourd'hui des produits 2035-2040. Et pour faire ces produits et les rendre crédibles dans l'arène internationale, hein, soutenir la diplomatie européenne avec un armement efficace, on est obligé donc d'aller chercher des technologies très en amont. On est obligé de penser le futur de 2035-2040. Et pour ça, donc, on va voir dans mon activité, en fait, j'ai pour mission de regarder tout ce qui émerge en termes de nouvelles technologies. Donc, souvent, ça se traduit par des startups. En fait, quand il y a des technologies qui sont développées dans des laboratoires et qu'il commence à y avoir un potentiel de marché, il se crée des startups. Donc, c'est un bon indicateur de ce qui sort. Et moi, j'identifie à peu près 300 startups PME qui se créent chaque année en Europe. Ça s'appelle des deep tech qui rentrent potentiellement dans les critères d'intérêt de MBDA. Donc, on a cette veille technologique et ensuite, on essaye de sélectionner ces startups les plus intéressantes et les financer en amorçage, au travers de petits projets. MBDA s'est aussi doté d'un fonds de capital risque pour pouvoir être en présent pour des participations, donc ce qu'on a fait avec Cerber, par exemple, qui présentera quelque chose tout à l'heure. Ensuite, si on est un détecteur des nouvelles technologies performantes pour demain, en revanche, on n'est pas un marché significatif à court terme. Donc il y a toute une période en fait entre la détection et puis la transformation d'un marché significatif pour l'entreprise, il y a toute une période qu'il faut couvrir. Donc le ministère des Armées couvre relativement bien la période pré-production, donc il y a un certain nombre de dispositifs de financement, ce qu'on appelle les plans technologiques amont, ou certains dispositifs, ce qu'on appelle rapides, mais ça reste quand même relativement tard par rapport à la nécessité de financement pour les PME. Et donc là, pour moi, je vois les problématiques de financement et dans toute cette partie early stage, premier tour d'investissement. Donc nous, on y contribue, mais on a besoin d'autres acteurs pour y contribuer, hein, donc des fonds de capital risque, des angels particuliers. Et ce qui serait très dommageable, parce qu'on voit qu'il n'y a déjà pas une très grande appétence pour ce domaine d'investissement, ce qui serait très dommageable, c'est d'avoir en plus une labellisation négative de la part de réglementations européennes, alors que finalement, les technologies dans lesquelles on investit, c'est vraiment des technologies qui vont servir un ensemble d'industries très variées. Hein. On investit dans le quantique, dans l'intelligence artificielle, dans les matériaux du futur, dans les applications militaires, dans les applications civiles. En fait, on va avoir les mêmes technologies qui vont servir demain dans l'automobile, dans l'aéronautique, etc. Sauf que, comme on pense à 30 ans, 35 ans, que pour nous, la performance physique, technologique est clé. On est ce filtre amont. Et donc, financer la défense, c'est financer la souveraineté économique européenne. Voilà. Et en termes de mécanismes, il faut trouver ces fonds qui sont prêts à investir dans les 4-5 premières années du lancement d'une nouvelle technologie européenne. Donc, plus de fonds de capital risque qui s'intéressent à ce domaine. Aujourd'hui, on n'en trouve pas beaucoup sur le marché. Et sans doute la création de fonds à temps long, de fonds qui pensent à 15 ans, à 20 ans. On voit qu'aux États-Unis, le rôle du financement, c'est cette innovation de long terme. Aujourd'hui, elle est portée par Jeff Bezos, par Bill Gates, ou des gens qui pensent le nucléaire de 2060. Je vais ça dire à la radio. Voilà, donc qui aujourd'hui investit pour dans 40 ans, 50 ans en Europe. Et donc, je pense que ça serait utile de créer un fonds à temps long, donc où on n'attend pas un retour comme dans le venture capital classique, c'est-à-dire 5-7 ans, qui est plutôt à long. Donc voilà, je ne sais pas si ça répond à la question, mais en tant que réalisation, c'est ça pour moi un des sujets du financement de la défense.
Après, donc, en France, on se réjouit qu'il y ait quand même une attention particulière qui est portée par le politique, donc au financement de la défense. Donc, il y a des budgets qui sont plutôt en augmentation, mais ça ne résout pas le problème de comment se prépare-t-on pour les armements dans 10 ans, quoi. Alors justement, pour ce qui est de la question des fonds, de private equity, peut-être que le regard de Lucas Lebel, donc CEO de Cerber, va nous éclairer. Lucas, merci d'être là. Vous pouvez peut-être nous présenter brièvement ce que vous faites chez Cerber. Et puis vous, qui êtes désormais plus une start-up, mais une scale-up, parce que vous êtes déjà pas mal avancé tant en développement qu'en financement, aussi nous présenter en fait comment un jeune acteur voit cet écosystème, les difficultés auxquelles vous avez été confronté ou auxquelles vous êtes confronté aujourd'hui. Bien sûr, avec plaisir. Alors l'entreprise que je représente s'appelle Cerber et est spécialisée en France en matière de lutte anti-drone. Donc, notre entreprise conçoit et développe des solutions technologiques qui visent à protéger les sites et les personnes sensibles contre les nouvelles attaques, les nouvelles menaces que les drones peuvent représenter. C'est un marché très vaste, très dynamique, mais aussi très émergent, très nouveau, dans lequel l'entreprise se développe. Notre spécialité, c'est de développer des technologies qui viennent intercepter, décoder, si je puis dire, faire sens et interférer avec les signaux dont les drones ont besoin. Ceci afin de créer une bulle de protection invisible dans laquelle on est capable de protéger un site de tout allumage, de tout vol de drone intrusif. Voilà un petit peu rapidement pour la présentation de l'entreprise. C'est une société qu'on a créée il y a maintenant à peu près 6 ans, en 2015, où en fait on observait les premiers survols intrusifs de drones au-dessus des sites sensibles. L'Élysée, qui n'est pas loin d'ici, des centrales nucléaires et d'autres sites sensibles se faisaient survoler, et alors on a vu une véritable opportunité. Une opportunité qu'on a adressée d'abord pour adresser un marché civil. Parce que quand on réalise une analyse de marché, on constate, comme c'est bien souvent le cas, que c'est ici que se trouve la véritable profondeur financière au niveau de nos clients. Les marchés sont considérables dans le marché civil. Et puis en réalité, en développement de nos technologies, ça a attiré l'attention des militaires, qui en fait, du point de vue de la maturité et de la sensibilité au risque, étaient un peu plus en avance un peu plus proche de la ligne de front, si je puis dire, par opposition à un marché civil qui connaissait encore assez peu ces menaces. Donc lorsqu'on a créé l'entreprise, évidemment, il a fallu la financer. Il a fallu la financer dans des proportions rapidement importantes pour une jeune entreprise, parce qu'effectivement, on est parti d'une feuille blanche. On a créé une entreprise avec des gens qui étaient prêts à l'époque à se monter les manches et à lancer l'entreprise. C'était un pari un peu fou, parce que ces solutions appellent des savoir-faire en matière de hardware assez complexes, mais aussi en matière de traitement du signal, software. Donc il y avait tout à bâtir, et ça requérait effectivement des sommes d'argent assez importantes. Je pense rétrospectivement qu'on a eu beaucoup de chance, parce qu'en fait, derrière l'histoire de Cerber, derrière la jeunesse de l'entreprise, on a été accompagné par ce qu'on appelle un startup studio, qui s'appelle TechnoFounder, qui a été créé par des partenaires qui ont créé ce startup studio, dont la thèse d'investissement consiste à récolter l'argent de Business Angel. Donc c'est une thèse d'investissement un petit peu comparable à ce que Guy présentera dans quelques instants, mais avec une thématique d'investissement un petit peu plus large. Le fil conducteur, c'était la deep tech, des technologies de rupture très pointues, françaises, avec une fibre patriotique, si je puis dire. Et effectivement, la lutte anti-drone était un sujet qui était accompagné. Ce faisant, on a eu accès à un portefeuille de business angels assez large, qui rapidement ont pu assurer l'amorçage de l'entreprise. À ce titre, en parallèle de cette initiative, on a été également accompagné par la BPI, qui, de mon point de vue, non seulement sur l'histoire de Cerber, mais aussi parce qu'on observe ce qui se fait depuis quelques années en France, de notre point de vue, joue parfaitement son rôle sur l'amorçage. L'amorçage, c'est-à-dire cette phase clé pour que l'entreprise arrive à éclore quelque chose, un premier produit, un premier prototype, pour adresser son marché, se faire connaître et se lancer dans une industrie. La véritable difficulté est intervenue à partir du moment où les premières ventes sont intervenues, et on a dû passer à l'échelle, comme on dit, passer dans des phases de déploiement et passer dans une autre phase de la croissance de l'entreprise, où là, les montants nécessaires pour tenir en fait notre roadmap, notre plan stratégique était beaucoup plus conséquent. Et là, on a dû aller voir une autre typologie d'acteurs qui est beaucoup plus difficile de mon point de vue à adresser dans cette industrie de défense quand on est une jeune entreprise. Je parle évidemment des banques, des fonds d'investissement et des acteurs corporate. On a eu la chance parmi les acteurs corporate d'avoir une résonance auprès de MBDA. MBDA, donc, effectivement, qui est un grand missivier et qui a comme cœur d'expertise la défense solaire, je pense. Donc, on peut dire ça. Effectivement, le drone était quelque chose qui intriguait. Est-ce que c'est un missile? Est-ce que c'est un avion? Est-ce que c'est un jouet? En tout cas, il jouait sur cette ligne un petit peu floue qui, du coup, justifiait que MBDA s'y intéresse.
On a noué un partenariat, on a eu la chance de récupérer un financement qui nous a permis d'avancer. Mais une fois de plus, les enjeux sont tels que, en général, c'est rare d'avoir un investisseur qui permet de tout couvrir. Donc il en fallait d'autres. Et là, on arrive au cœur du problème, et je vous repasse la main bien sûr après. Le nœud du problème, de mon point de vue, ce sont les banques d'un côté et les fonds d'investissement de l'autre. Je pense que malheureusement, il y a quelque chose d'intrinsèque à l'industrie de défense qui fait que ce n'est pas une industrie attractive aujourd'hui pour ces deux acteurs. Pourquoi ? Parce que leurs grilles de lecture sont les mêmes. Il y a toujours un binôme qui est analysé en finance, industrie de laquelle je viens, où effectivement on compare toujours à une espérance de gain, une notion de risque. Or, en l'occurrence, je parle de la France, je ne parle pas des États-Unis qui, de mon point de vue, a un rapport de force entre ces deux variables différentes. En France, l'espérance de gain elle est assez faible. Un investissement faire x2, x3, x4, x5, au début, lorsque le risque est considérable, lorsque près de 90% des boîtes meurent 2 ans après avoir été créées, cette espérance de gain, elle est trop faible pour justifier une prise de risque. Ce que veulent les fonds, c'est du x10, x15, x20, x50, c'est la licorne, c'est cette espérance-là. Après, ça se concrétise pas, mais au moins, ils veulent avoir l'espérance que c'est sur la table, c'est possible. Aujourd'hui, combien de licornes on a en matière de défense en France ? Je ne suis pas sûr de pouvoir en citer une seule. On peut en citer, par contre, pêle-mêle, tout un tas aux États-Unis. On pourra adresser dans quelques instants les raisons par rapport à ça, mais voilà, l'espérance de gain est faible. En revanche, le niveau de risque, alors là, ça coche toutes les cases dont les financiers ont horreur. Déjà, on peut commencer par le risque réputationnel. Le risque réputationnel, qui, de mon point de vue, suite à la crise des subprimes, est le bouton qui, effectivement, hystérise en réalité les institutions financières. Il faut faire très attention à ce risque-là. C'est une industrie qui est complexe, avec des intermédiaires qui ne sont pas toujours des enfants de cœur au niveau mondial. Une jeune boîte, pour qu'elle puisse s'entourer de travailler avec des partenaires technologiques, travailler avec des pays, c'est toujours un terrain qui est difficile et qui requiert de déployer des moyens conséquents en matière de due diligence, en matière de contrôle export, toutes ces choses-là, pour lesquelles c'est compliqué pour une jeune boîte. On pourrait compléter aussi avec des horizons des cycles d'achat extrêmement longs, des retours sur investissement qui sont longs. Mais on va y revenir après. Mais merci. C'est vraiment bien de comparer à regarde la jeune entreprise et du missile installé. Mais ce qui ressort, c'est que les difficultés sont quand même communes. Vous pointez la frilosité des fonds, la frilosité des banques, la peur du risque réputationnel, du retour sur investissement. On voit que l'État ne veut pas tout, même si ses budgets sont en augmentation, que les banques risquent de manquer à l'appel, notamment avec une hausse des critères ESG. Si le corporate n'est pas toujours là, votre idée, Guy Gourevitch, président de France Angel, c'est justement que des business angels prennent le relais. Donc, ce qui peut être intéressant, c'est d'ailleurs que vous êtes le président de France Angel, mais vous avez créé il y a peu Défense Angel, peut-être nous présenter ce que c'est que Défense Angel, et puis rebondir justement sur ce que vient de dire Mika, sur peut-être le manque d'appétence au risque des financiers français. Tout à fait, merci beaucoup de m'accueillir. Alors je suis très heureux d'entendre les différents points de vue parce qu'ils convergent vers une constatation qu'on a pu voir aujourd'hui et qu'on peut considérer comme établie, qui est qu'effectivement les startups et les PME, PMI qui veulent travailler dans la défense, peut-être pas uniquement d'ailleurs dans la défense, ont des difficultés considérables à se financer. Alors c'est déjà vrai dans le civil, entre guillemets, c'est vrai, les startups représentent un risque d'investissement important, et donc déjà dans les domaines civils, c'est déjà une difficulté pour elles. Pourtant, on dit que la French Tech se porte très bien, c'est vrai. Que la présidence Macron a beaucoup... C'est vrai, il y a eu deux choses. Il y a eu la French Tech. Avant ça, d'ailleurs, il y a eu, souvenez-vous, la loi TEPA, qui date, si mes souvenirs sont bons, de Sarkozy, qui a permis de drainer l'épargne des particuliers vers les fonds propres des entreprises. Aujourd'hui, la situation est encore plus favorable, je dirais, à l'éclosion de ce type de financement par des particuliers. Alors, juste d'abord, une première précision. Je ne suis plus depuis un mois président de France Angels. J'ai eu un mandat pendant 33 ans. Donc, je tiens quand même à préciser que je ne suis plus président de France Angels, mais je suis quand même très actif
dans cette Président d'honneur. fédération. Je suis président d'honneur de France Angels. Et donc, j'ai, du temps de ma présidence, qui ne date pas de très très longtemps, je suis tombé un petit peu par hasard sur un rapport de la commission défense de l'Assemblée nationale qui arrivait exactement à ce que vous venez de dire. C'est-à-dire qu'il y avait des difficultés considérables pour les startups et les PME qui veulent travailler dans la défense de se faire financer. Une frilosité des banques, le problème réputationnel, vous avez tout à fait raison, le problème des retours sur investissement par les fonds d'investissement et tout un tas de paramètres qui font que la difficulté de trouver des financements en fonds propres et en bas de bilan pour les sociétés qui démarrent en amorçage devient quelque chose de tout à fait impossible. C'est le parcours du combattant pour ne pas utiliser un jeu de mots. Voilà. Et donc, ma politique, d'ailleurs, à la tête de France Angels, c'était de développer les réseaux, les clubs de business angel sectoriels ou thématiques. Alors, on a créé Mère Angels, Cosmetic Angels, etc. etc. Et tombant sur ce rapport, je me suis dit que Défense Angels était un réseau sectoriel et thématique qui n'existait pas, et qui non seulement n'existait pas dans l'écosystème France Angels, mais qui n'existait pas au niveau national, et qui comblait une brique qui n'existait pas aujourd'hui et qui était particulièrement importante. Vous l'avez souligné, donc j'y reviendrai pas. Il y a un autre aspect sur lequel, par contre, je voudrais beaucoup insister, c'est l'aspect, je dirais, citoyen de la démarche. Même sans parler du secteur défense, le fait qu'un particulier consacre une partie de sa propre épargne, donc de ses propres biens, à financer des entreprises de son pays, est un acte citoyen tout à fait remarquable, qui est d'ailleurs, j'en profite pour le dire, en grande partie ignoré par Bercy, ce qui est tout à fait curieux, mais c'est un acte en soi extrêmement citoyen. C'est un investissement non spéculatif, c'est un investissement qui va dans l'économie réelle, et alors dans le secteur défense, je veux dire, c'est multiplié par 10. Cette démarche est multipliée par 10, donc c'est une démarche très citoyenne. Je pense qu'aujourd'hui, à la suite de la crise du Covid, l'épargne des Français est devenue absolument considérable. Elle atteint des sommets qui n'ont jamais été atteints jusqu'à maintenant. Ça se compte en centaines de milliards. Je dis bien en centaines de milliards en France. Je ne parle pas même en Europe, en France. Je dirais que le fait d'avoir un réseau de business angel qui s'appelle Défense Angel, couplé d'ailleurs à un véhicule de financement qu'on appelle une SIBA, qui est une société d'investissement de business angel qui permet d'avoir des tickets un petit peu plus importants, est un outil de drainage de l'épargne des Français vers leur propre défense, vers d'abord leurs propres entreprises et leur propre souveraineté. Donc je dirais que c'est un langage qui a d'ailleurs été extrêmement bien compris par le ministère de la Défense, par l'ensemble des industriels, par d'ailleurs, je commence à avoir un certain nombre de contacts avec des fonds d'investissement et avec des banques qui, contrairement à ce qu'on peut croire, trouvent que le fait d'avoir un chaînon manquant qui vient maintenant ne plus manquer est quelque chose, est un intermédiaire qui leur permet finalement de devenir acteur sans être acteur direct. Et ça, du point de vue réputationnel, ça arrange beaucoup de choses. Donc je dirais qu'on est au centre aujourd'hui de plusieurs intérêts convergents. L'intérêt d'abord des startups et de l'industrie de défense et de sécurité, plus largement que la défense, la sécurité d'une façon générale. Et deuxièmement, qui vient rencontrer les intérêts des fonds d'investissement qui voient bien quand même qu'il y a là un marché qui est tout à fait considérable, mais qui nécessite certaines contraintes, dont le temps long, et les banques qui viennent se dire que finalement, elles viendraient en suiveur
Et ça leur va bien d'être en suiveur sur ce type de financement. Voilà. Non, mais parce que, comme vous le disiez, il y a une grande partie de l'épargne des Français qui dort, et c'est vrai que, étant donné le peu de rémunération du livret A, finalement, si elle part sur autre chose, ils ne vont pas perdre grand-chose, ils vont plutôt y gagner. Mais en revanche, j'imagine que les business angels que vous voyez, ils ont plutôt une mentalité, ce qu'on disait, à faire x3, x5, x10. Vous pensez que investir en défense, ça peut être qu'un acte citoyen, où il y a quand même une volonté économique derrière. Oui, moi je crois qu'il y a, non, très clairement, il y a un intérêt financier. Il y a un intérêt financier. Et c'est d'ailleurs un peu le rôle de ce véhicule d'investissement qui peut être à la fois, dont le tour de table peut être composé de business angels individuels, mais également d'institutionnels. Notamment, je m'adresse à des fonds d'investissement qui auraient alors un rôle de fonds de fonds, qui viendraient investir dans un petit véhicule d'investissement. Petit, j'espère d'ailleurs moyen, à vrai dire, et qui permet d'avoir un rôle également de marché secondaire, c'est-à-dire qui permettrait aux investisseurs de pouvoir sortir avec un temps qui est compatible avec le temps d'investisseur, sans être contraint par les temps des projets de défense qui sont extrêmement longs. Et donc d'avoir un rôle de SAS financier et de racheter donc les participations des gens qui veulent sortir, de manière à pouvoir effectivement les réinjecter dans d'autres projets. Pour ça, il nous faut une surface financière qui soit minimale, je dirais, et qui permette de jouer ce rôle. Parce que vous observez qu'il y a 3 échelles de temps complètement différentes. L'échelle de temps de l'investisseur, qui est de 3, 5, 7 ans. L'échelle de temps de la start-up, qui est beaucoup plus rapide. Et l'échelle de temps des projets de défense, qui est beaucoup plus long. Donc vous avez 3 temps différents. Et ce que nous avons l'ambition de faire, c'est d'être justement la brique intermédiaire qui permet de faire le lien entre ces différents temps. Le temps d'investissement, le temps de développement des startups et le temps des projets de défense et de la maintenance derrière, d'accord, qui suit. Voilà. Très intéressant. Alors justement, Denis Gardin, chez NVIDIA, comment vous conciliez-vous ce temps de la start-up, qui est un temps très court, dans lequel vous investissez, et le temps du développement de programmes industriels d'armement, de missiles en l'espèce, qui lui est un temps très long? Donc, dans notre programme de travail avec les startups, en fait, on essaie d'avoir une approche un peu construite qu'on appelle E3. E3, ça veut dire Explore, Engage, Endure. Ça veut dire que c'est les 3 phases en fait du cycle de vie. Donc, c'est un programme qui est commun entre ma direction, la direction d'innovation et la direction des achats. Donc, on a conscience en fait de ce temps long. Donc, il y a la partie Explore, je dirais, c'est les 2-3 premières années. Donc, je disais tout à l'heure, on essaie de voir quelles sont les 200-300 startups en Europe qui peuvent nous intéresser. On les filtre, on va s'engager avec une vingtaine d'entre elles. La moitié vont avoir des suites, il y a une grande sélection au départ. Et donc là, on va voir cette partie. Après cette période d'explore qui va durer 2 ans, peut-être 3 ans, en fait, on va rentrer dans ce qu'on appelle Engage, c'est-à-dire c'est la partie où en fait, on va intégrer la PME Startup dans un programme structurant de défense, donc ça va être un programme de R&D financé par l'État. Et puis après, on rentre dans ce qu'on appelle, donc si tout ça se confirme et on converge vers un programme d'armement à la fin, on va rentrer dans la phase Endure. Endure, ça veut dire que il faut s'assurer, si on a engagé une PME dans un futur programme de défense, nous, une des conditions pour que ça fonctionne à la fin, c'est qu'on continue à avoir accès à la technologie de façon souveraine, pouvoir maîtriser les équipements, s'assurer qu'on puisse exporter, contrôler la technologie. Et donc, il faut qu'on suive ensuite ce qui arrive à cette PME qui, on espère, a grandi entre-temps. Et donc là, c'est du monitoring. Et donc là, le fait d'être au capital, ça peut être
aussi utile pour avoir une visibilité sur l'avenir stratégique de l'entreprise et pouvoir prendre une décision à un moment vis-à-vis de son avenir quand elle reçoit par exemple des offres de pays étrangers lointains. Et donc là, après, il y a des choix qui peuvent être difficiles, mais qui peuvent aller éventuellement jusqu'au rachat d'entreprise ou travailler aussi de concert avec les fonds qui ont été créés par le ministère de la Défense, DFRS et le Fonds Innovation Défense, justement, qui ont vocation à soutenir les entreprises stratégiques pour la défense. C'est toute la phase amont là, dont on parlait tout à l'heure, parce que je n'ai pas mentionné les fonds étatiques. En fait, ils interviennent un petit peu plus tard en général, il y a des exceptions, mais en fait, je crois qu'on a bien conscience aujourd'hui en France que quand il y a des entreprises stratégiques, il faut mettre en place des dispositifs de maintien de leur activité sur le territoire français, du contrôle du capital. Alors, tout n'est pas parfait, mais au moins il y a une prise de conscience à ce niveau-là et un certain nombre d'outils qui sont en place. Je voudrais juste rebondir sur ce que vous venez de dire. En fait, on observe sur le marché que beaucoup de grands comptes, la plupart d'ailleurs des boîtes du CAC 40, ont construit ce qu'on appelle des fonds corporate. C'est-à-dire qui leur permet d'investir dans des startups et de faire ce qu'on appelle de l'open innovation. C'est-à-dire de challenger un peu, si vous me permettez le terme, leur propre recherche et développement en ayant une vision un peu globale de toutes les nouveautés qui se passent dans leur domaine. Et ça, c'est absolument dans tous les domaines, sauf un, et vous êtes une exception d'ailleurs, sauf un qui est celui de la défense. Il n'y a pas de fonds corporate des grands acteurs industriels de la défense, mis à part ceux que vous avez cités, ou alors très, très discrets, je veux dire très, très peu industrialisés, en tout cas pas au niveau des fonds corporels qu'on voit chez les grands groupes français, je veux pas en citer. Et le rôle, effectivement, de ce véhicule d'investissement de CIBA dont je parlais tout à l'heure, est d'offrir un petit peu aux industriels aussi cet aspect de fonds multicorporate. C'est-à-dire de leur offrir la possibilité de faire de l'open innovation et d'avoir une vue, effectivement, sur les 300, 400, 500 startups françaises ou européennes qui ont des technologies parfois de rupture et dont ils n'ont aucune idée aujourd'hui, peut-être pour prendre des participations ou des participations au début indirectes à travers le véhicule et ensuite peut-être directes. Donc c'est aussi un rôle, je rebondis un peu sur ce que vous avez dit parce que je vois les gens de BPI France qui opèrent le FID la semaine prochaine et on va effectivement bien voir qu'on est parfaitement complémentaires avec ces dispositifs. François Matins, là, en fait, on voit un double risque qui est souligné, un risque au tout début de la vie des startups d'un manque de financement, un risque un peu après, c'est-à-dire qu'une fois qu'elles sont rentables, qu'elles se développent, de risque de rachat étranger s'il n'y a pas des fonds nécessaires français en France, et peut-être un troisième risque qui est le financement structurel de l'industrie de la défense qui, en France, pour préserver l'autonomie stratégique, repose notamment sur l'export, puisque les seules commandes de l'État français aux industries de la défense française ne suffiraient pas à financer l'ensemble de ces industries. Du coup, quel est le regard du J4 là-dessus, sur à la fois ces trois risques financiers et aussi sur cette volonté d'export où on sent une réticence, on l'a dit en introduction, à la fois des banques et de certaines personnes au sein de la Commission européenne à exporter des armes, et peut-être aussi de l'opinion publique qui voit dans l'export d'armes quelque chose d'assez négatif. Non, mais on partage évidemment tout le constat qu'il y a eu. Il y a les vrais trois sujets, c'est-à-dire on va dire la phase de pré-amorçage, où là aujourd'hui, soit vous avez ce qu'on appelle la love money, donc l'investissement personnel, vous pouvez commencer à mettre les premiers 50 000, 100 000 euros, soit vous avez, en fait, il y en a certains même qui font du crowdfunding, qui est une méthode un peu nouvelle pour se financer, mais qui est quand même assez aléatoire. Vous avez les business models, qui peut être une solution, c'est comme ça que ça a été créé pour cette vision-là, et vous avez évidemment les problématiques bancaires, où aujourd'hui, on l'a dit, il y a une vraie frilosité des banques à financer cette prise de risque
où start-up déjà égale quand même assez risqué, ce qui est normal, et vous rajoutez la couche défense qui est encore plus sensible, identifiée comme risquée pour des bonnes ou des mauvaises raisons. Et c'est là où au-dessus de nous, on a travaillé au niveau du J4, notamment avec France Angel, sur notamment discuter avec les banques. Je ne vous cache pas que c'est compliqué de discuter avec certains organismes bancaires qui, pour faire la version simple, pendant plusieurs mois, pour ne pas dire une année, nous a dit il n'y a aucun problème. C'est pas vrai. On adore la défense, on adore les startups de défense. Donc quand on a fait remonter quand même pas mal de cas, à un moment ils nous ont dit en effet, bon, c'est plus compliqué que ça, il y a des raisons de compliance. Et en fait, quand on analyse les sujets de compliance, soit on a été mis dans une catégorie qui est à tort parce que des startups de défense ou les PME défense en fait remplissent déjà tous les critères là-dessus. Et en fait, le problème c'était. Pour qu'on comprenne bien, c'est quoi ces normes de compliance? C'est que c'est pas assez durable, c'est que c'est dangereux. Il y a un côté. Qu'est-ce qu'on reproche? C'est la réputation qu'a le secteur de la défense qui est biaisée, alors que c'est le secteur qui, sincèrement, en France, est le plus contrôlé et le plus dérisqué en termes de risque juridique, parce qu'il y a des vrais contrôles, c'est soumis à plein d'autorisations étatiques et autres. Et en fait, ce qui se cache derrière, et on l'a dit plusieurs fois, ces banques-là utilisent en partie ou totalement le prétexte de la compliance pour ne pas assumer le fait qu'il y a un vrai risque à l'image. Et c'est là où dessus nous aujourd'hui on se bat parce que on essaie de compenser ce risque à l'image où les ONG qui font un travail extraordinaire, franchement elles le font très bien pour pointer du doigt notre secteur et très audible auprès du secteur financier qui dit moi j'ai pas envie de me retrouver dans un rapport d'une ONG qui me dit je finance telle industrie donc je préfère ne pas y aller. Et ça, on est un peu dans un no man's land, un peu en termes d'image, où d'un côté, ils ne le font pas et c'est compliqué. Et ça remonte la chaîne de valeur au niveau des fonds d'investissement, qui de plus en plus nous le disent, en disant ouais, cette boîte-là, ce secteur-là, ça peut nous intéresser, mais nos investisseurs, nos LPs, ce qu'on appelle, ne veulent pas y aller parce qu'ils ne veulent pas, au même titre que l'oil and gas, au même titre que plein de secteurs qui aujourd'hui, sous la pression de certains critères ESG, sont mis dans une catégorie où en gros, ce ne serait pas responsable d'investir là-dedans. Alors que nous, inversement, on dit que justement, investir dans la défense, c'est d'autant plus responsable, plein de critères objectifs, et en plus, ça aide à la souveraineté, à la sécurité des Français et des Européens. C'est intéressant, ce que vous dites, c'est que finalement, c'est pas tellement la question du risque industriel et du temps long qui freine la pétanque des banques financières. C'est un sujet, c'est clairement un sujet. Le risque réputationnel. Mais aujourd'hui, les investisseurs, notamment les banques, ils évaluent que le risque à l'image est quelque chose qui leur coûterait trop cher vis-à-vis de la plus-value financière à y aller. Et il y a des calculs, Lucas connaît mieux cet écosystème que moi. Aujourd'hui, c'est assez basique. C'est combien ça va me coûter, combien je risque, si je me fais attaquer là-dessus, financièrement, combien ça peut me coûter. Donc aujourd'hui, c'est là où nous, avec de la pédagogie, avec un dialogue qu'on essaie de créer avec les organismes bancaires et financiers, on essaie d'expliquer que non, c'est pas risqué d'investir dans la défense, il faut assumer et on peut faire de très belles opérations financières, parce qu'un financier pour gagner de l'argent, ça ne me choque pas du tout, c'est normal, au même titre qu'une entreprise, mais c'est dire que c'est pas un secteur qui est plus dangereux et risqué qu'un autre. Et après, il y a le sujet d'aborder de l'export, qui aujourd'hui est une vraie problématique. Et nous, c'est intéressant, donc dans Generate, qui est l'accélérateur de start-up qu'on a créé, donc on est une 60aine de start-up maintenant, on s'est rendu compte qu'assez vite, beaucoup de start-up partaient à l'export. Et ça, peut-être Lucas pourra en parler, parce que c'est très bien les marchés de la défense, c'est très bien le budget de l'État, ça reste le budget de l'État français, quand même. Mais l'export est très vite une nécessité. Au-delà des startups, l'industrie de défense, en tout cas pour ce qui représente le J4, 50% du chiffre d'affaires des industriels français est à l'export. Donc demain, vous arrêtez l'export, l'industrie de défense française ne sera pas viable, et donc meurt. Donc l'export, c'est quelque chose qui est vital pour l'industrie de défense. Donc ça, c'est factuel. Après, il y a des... C'est d'ailleurs ce que critiquent beaucoup d'ONG, qui disent que la défense se met au service de l'industrie et non l'inverse, en disant que toute la diplomatie française est orientée vers le fait de pouvoir vendre des armements fabriqués en France à d'autres pays, et donc, avec cette nécessité d'export et parfois moins regardant, vous, ce que vous dites, c'est qu'en fait, c'est une condition clé de l'autonomie stratégique, sinon il n'y en a pas. C'est intrinsèque, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous n'exportez pas, le marché intérieur français, et même si on l'étendait à une dimension européenne, ne suffirait pas à avoir une industrie de défense viable.
À Vous dites contrario que le de ce marché que font- européen, si on se vendait que entre Européens, ça ne suffirait pas on serait, on va dire, on pourrait commencer à arriver à un même niveau d'échelle que les Américains ou les Chinois, qui eux aussi ont d'autres leviers. Et pour revenir à votre sujet, qui est la vision de certains associations qui, on peut l'entendre, mais qui est biaisée, c'est qu'aujourd'hui, il y a la France est le pays qui régule et qui contrôle le plus ses exportations d'armement. Il n'y a aucun industriel français aujourd'hui qui s'amuse à jouer avec les règles là-dessus. Parce que légalement et en termes d'image, là pour la peine, il se ferait arrêter. Et voilà, exactement. Donc c'est même pas, enfin, il n'y a personne qui s'amuse à jouer avec ça aujourd'hui en France. Et c'est là où aujourd'hui on essaie de pousser ça sur le fait que l'export, évidemment, il faut qu'il soit régulé, il l'est, qu'il soit contrôlé, il l'est, et qu'il soit en phase avec certaines problématiques politiques. Mais aujourd'hui, l'exportation d'armes françaises, c'est un sujet politique. Quand la France exporte dans certains pays d'Afrique, du Moyen-Orient, le volet industriel, c'est un volet parmi d'autres. Vous créez un partenariat stratégique entre la France. Donc aujourd'hui, c'est pas l'industriel qui va dire ouais, vends-moi mes avions, mes bateaux, mes missiles. Non, c'est l'État français qui s'inscrit dans une stratégie de long terme de partenariat avec des pays du Golfe, des pays africains ou même des pays de l'Australie. Malheureusement, on voit sans mauvais jeu de mots, le contrat a coulé, mais il n'empêche que c'était un partenariat stratégique. Le volet sous-marin, il était uniquement une partie de cette dimension qui est diplomatico-stratégique. Et c'est pour ça que nous, on s'inscrit dans une logique qui n'est pas uniquement financière, et je pense que ça, on en partage tous ici. Aujourd'hui, quand quelqu'un vient postuler chez NBDA, il ne vient pas juste dans une entreprise. Il vient au service d'une industrie européenne, il vient au service de l'autonomie stratégique européenne, et c'est des valeurs que notre secteur essaie de défendre, au-delà d'être, de faire du chiffre d'affaires, parce que toute entreprise est là pour faire du chiffre d'affaires. Il n'y a rien de choquant. En France, il ne faut pas trop le dire, gagner de l'argent, pas toujours bien de le dire, mais une entreprise, elle est là pour se développer et gagner de l'argent, mais ce n'est pas incompatible avec des valeurs qui sont très vertueuses, dont on essaie de... Et c'est là où aujourd'hui, on essaie de créer ce dialogue, encore une fois, qui n'est pas facile avec les organismes bancaires, en leur disant que ce n'est pas du tout incompatible, aujourd'hui, d'investir dans notre secteur, et d'être totalement en décorrélation avec d'autres valeurs. Et nous, on voit qu'il y a des synergies, et c'est là où on essaie de dialoguer, de faire la pédagogie avec eux. Peut-être une réaction de Lucas Lebel, de Cerner là-dessus. Je vais juste rebondir sur les différentes difficultés qu'on a citées qui sont propres à l'industrie. Il y en a une qu'on n'a pas abordée, qui, de mon point de vue, est fondamentale, c'est l'aspect technologique. L'industrie de défense est, à ma connaissance, la seule industrie qui a pour nature de développer des technologies pour lesquelles d'autres gens, avec des moyens parfois supérieurs, vont développer la parade. On parle de défense. Si on se défend, il y a quelqu'un qui attaque. Si quelqu'un attaque, il y a quelqu'un qui en face défend. Donc derrière toutes les technologies qu'on va développer, qui sont déjà suffisamment complexes, exigeantes, il faut imaginer que d'autres personnes vont œuvrer à les rendre obsolètes. Et donc ça, en fait, ça crée une sorte de boucle infernale dans laquelle il faut constamment innover, redévelopper, repartir à la caisse départ, recréer, recruter, se réinventer en permanence. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas attrayant effectivement pour le secteur bancaire, puisque ça suppose de constamment injecter des moyens. Donc en fait, la question de mon point de vue, ou en tout cas la solution telle qu'on pourrait la penser, elle repose sur un certain nombre de choses. Je pense qu'effectivement, discuter, vulgariser, expliquer, rassurer ces différents acteurs, les banques, les fonds, les corporates, etc., effectivement, il faut le faire. Néanmoins, on ne fait pas boire un âne qui n'a pas soif. On a besoin de construire les conditions dans lesquelles ces gens-là s'y retrouveront. Donc il faut créer les conditions par lesquelles, en réalité, cet investissement va devenir intéressant. Et là-dessus, je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire, mais je pense que là-dessus, on a des leviers, on a des actions réelles, en tout cas certaines personnes, l'État, les acheteurs, la commande publique, pour pouvoir sanctuariser un petit peu un tissu de jeunes entreprises dans la commande publique, de leur réserver un périmètre d'action, de leur donner une chance, d'assurer plus de transparence entre leurs revenus et ceux d'intermédiaires, par exemple le grand groupe, qui peuvent les intégrer. Il y a tout un tas de choses assez saines qui peuvent permettre de casser en fait ce plafond de verre de la valorisation potentielle de ce qu'on appelle l'exit, c'est-à-dire la sortie à travers laquelle le fonds d'investissement ou la banque fera sa bascule et rendra cet investissement rentable. C'est ça en fait, il ne suffit pas de le décréter. Il faut créer les conditions par lesquelles on va concrétiser, on va rendre possible un investissement suffisamment attrayant pour prendre le pas par rapport à notre... Et en complément, juste pour dire, c'est tout à fait, et nous on le constate, c'est que notamment dans le dialogue qu'on a avec l'État,
c'est qu'aujourd'hui, les startups, elles ne veulent pas de la subvention. Il y en a déjà directement au ministère des Armées, directement dans les régions. Aujourd'hui, les startups, elles veulent de la confiance et du contrat. Elles disent, mais faites-nous confiance, nous, on est capable de travailler soit en direct, soit en partenariat avec une PME ou un grand groupe, mais faites-nous confiance dans cette contractualisation. Et c'est là aussi, à la fois, il y a une aversion au risque du financier, mais il y a aussi la gestion du risque de la commande publique, où le réflexe est parfois à se dire, cette start-up-là, est-ce que dans 3, 4, 5 ans, elle sera là? Du coup, on n'est pas sûr, on va peut-être miser sur un autre acteur qui est un peu mieux ancré dans notre écosystème. Et ça, c'est pas ça ce qui crée une relation viable, où on le voit pour la peine dans d'autres pays anglo-saxons, aux États-Unis pour ne pas les citer, où il y a un programme qui aujourd'hui oblige la commande publique à contractualiser avec tant de pourcents de start-up ou de PME pour créer une relation, du coup les faire monter en puissance. Et ça vient rassurer les acteurs financiers qui disent cette entreprise-là, elle a de la commande publique, donc ça veut dire qu'on lui fait confiance, et c'est ça que... Et c'est quoi le programme que vous évoquiez? C'est-à-dire que les banques sont obligées de financer C'est ce qu'on appelle le Small Business Act. C'est l'État américain est obligé de contractualiser une partie, de donner une partie de ses contrats à des petites entreprises. Alors, il y a le Small Business Act aux États-Unis, et on voulait justement, la Commission a parlé d'avoir un Small Business Act européen, c'est-à-dire d'avoir un minimum de pourcentage des commandes publiques des différents États, voire de la Commission européenne, réservé aux PME, PMI. Et il y a un aspect sur lequel je voudrais tout à fait rebondir sur ce que vous avez dit, c'est qu'il y a également un autre moyen de montrer que les investissements dans la défense ne sont pas uniquement des investissements dans les ventes d'armes, et que ces investissements peuvent être rentables. C'est le mot dual, c'est-à-dire qu'il y a des technologies utilisées par la défense qui peuvent être utilisées dans le civil, et inversement, des technologies qui sont développées au niveau du civil, dans l'IoT, dans l'IA, dans que sais-je, qui peuvent intéresser la défense. Et ce passage continuel entre le secteur défense et le secteur hors défense permet d'une part d'avoir une rentabilité des investissements et un développement des startups extrêmement important, d'autre part de diminuer la pression, je dirais, réputationnelle, puisque finalement ces technologies sont également utilisées dans des applications civiles, médicales, agricoles, green, etc. D'accord ? Et ça, c'est très important. C'est-à-dire que nous allons véritablement, la stratégie d'investissement des business angels de la CIBA va être de sélectionner des sociétés dont les technologies actuelles ou futures pour les deep tech permettent d'envisager des applications à la fois civiles et militaires. Et dans certains pays, notamment les États-Unis, mais également d'autres, tels Israël par exemple, savent parfaitement faire ce passage du civil au militaire et du militaire au civil, tout en gardant le secteur militaire avec ses contraintes de confidentialité. Parce qu'il n'y a pas un risque, justement, c'est-à-dire que si vous allez que sur des technologies duales, justement, pour à la fois lisser le risque, c'est que du coup, celles qui sont 100% militaires sont mises de côté. Non, il n'y a pas de technologie spécifiquement militaire. Il y a des applications. On ne peut pas parler de technologie militaire, on peut parler d'application militaire d'une technologie. D'accord ? Et c'est très différent. C'est très différent. Quelqu'un qui maîtrise les algorithmes d'intelligence artificielle et de deep learning, vous avez une infinité d'applications, dont le guidage intelligent de missiles. Mais il peut y avoir aussi la surveillance intelligente de terrains agricoles par les drones. Il peut y avoir de l'intelligence artificielle au niveau du diagnostic médical, etc. etc. Donc, on ne peut pas dire qu'il y a des technologies militaires, il y a des applications militaires d'une technologie. C'est très différent. Oui, je voulais renforcer ce point. Oui, 95% voire plus des technologies qu'on regarde et qu'on intègre sont des technologies duales. Donc, ça n'existe pas effectivement les technologies. Voilà.
comme je disais tout à l'heure, on a la particularité c'est d'aller voir très en amont leur potentiel, donc être un bon filtre pour détecter le potentiel de nouvelles technologies. On a une autre caractéristique, c'est que l'intégration des technologies dans notre domaine, en fait, peut prendre des temps longs à la fois parce que les contrats sont sur un temps long, mais aussi on intègre ces technologies dans des environnements pour lesquels elles ne sont pas forcément faites au départ. Parce que quand on fait des objets qui vont vite, où ça chauffe, etc., un matériau qui peut avoir des très bonnes propriétés dans la vie courante, en fait, pour arriver à les rendre compatibles d'un environnement plus compliqué, ça peut prendre du temps et des compléments. Mais les technologies sont duales, hein, et donc l'investissement dans tout cet écosystème qui soutient l'industrie de défense, c'est investir dans l'autonomie économique, stratégique européenne. Il y a une question, Lucas, tout à l'heure, c'est que vous n'avez pas rebondi sur ce qu'a dit François. Est-ce que vous, à votre stade, le risque réputationnel, le risque d'image, c'est quelque chose auquel vous avez été confronté dans la demande de financement, ou justement le fait d'avoir une grande possibilité d'application civile chez Cerber fait que celle-ci, que le côté d'application militaire a pu être mis... Ah oui, on a vécu, je pense, comme toutes les startups, déjà dans l'analyse qui a été faite de la manière dont on vend, parce qu'effectivement on travaille avec des distributeurs un petit peu partout dans le monde, ce qui rejoint ce que disait François tout à l'heure dans le besoin d'exportation pour une jeune boîte, enfin pour toutes les boîtes de la défense, mais peut-être c'est encore plus vrai pour une jeune boîte qui doit rester opportuniste face à ces opportunités. Et donc ces intermédiaires, on ne les contrôle pas. Tout ce qu'on peut faire, c'est effectivement mener une enquête sur eux, mais vous imaginez la profondeur et la qualité de l'enquête qu'on peut faire à des milliers de kilomètres, ça a ses limites. Donc, on peut déployer tous les moyens qu'on veut, dans la limite de ce qui est à notre disposition, ça aura ses limites. Donc, si vous voulez, il y a toujours cette épée de Damoclès, même face à des entreprises comme Cerber extrêmement diligentes et sensibilisées sur ces sujets, épée de Damoclès que refuse de porter un fonds d'investissement par capillarité. Donc, oui, on y a été confronté, il y a des fonds d'investissement, nombre d'entre eux d'ailleurs en réalité, qui nous ont dit super projet, super marché, super équipe, mais voilà, c'est pour toutes les raisons qu'on vient d'évoquer, dont celle-ci, le risque réputationnel, l'incompréhension de la technologie, la peur du risque d'obsolescence, voilà, c'est un terrain qui effectivement leur fait peur. Donc le risque réputationnel, c'est quelque chose sur lequel on peut travailler pour essayer de rassurer, mais qui effectivement est un point d'attention particulier des financiers. Il y a des choses à faire intéressantes, hein. J'en profite s'il y a d'autres entrepreneurs, d'autres jeunes boîtes. On a appris beaucoup de choses. On peut travailler avec la DIC, il y a des organismes d'État qui peuvent accompagner dans ces processus de due diligence. Et tout ça tend à rassurer un petit peu les acteurs financiers. Et donc, il faut le faire. Mais effectivement, c'est un obstacle avec lequel il faut composer. Très bien. Sarah, est-ce qu'on a eu des questions en direct? Alors moi déjà, je voudrais quand même rebondir sur un point, parce que depuis tout à l'heure, on parle aussi beaucoup de confiance, de pédagogie, mais on a presque le sentiment qu'au-delà de cette confiance et de cette pédagogie qui serait peut-être nécessaire de faire, il y a presque un travail normatif finalement qui doit être mené. On parlait du Small Business Act, on voit qu'il y a quand même des pays qui se positionnent justement sur une tendance un peu protectionniste. Est-ce que finalement, on ne manque pas aussi un peu de cette dynamique ? Et est-ce que dans une certaine mesure, il n'y aurait pas une bataille normative à engager pour défendre un peu plus notre industrie de la défense et lui permettre d'avoir des garanties suffisantes pour se développer? Avant de vouloir créer des lois, il faut déjà appliquer celles qu'on a. Ce qui est quand même une spécialité française, c'est de rajouter les couches, alors que déjà, on a déjà fait des très belles choses. Donc, il y a déjà des outils qui existent aujourd'hui, c'est juste qu'il faut les utiliser. Des choses comme le pacte PME Défense qui mériterait encore d'être analysé, qui existe déjà, qui n'est pas du tout la dimension du Small Business Act, mais qui est quand même quelque chose qui existe. Sur la problématique de souveraineté, ce qu'on appelle les IEF, donc les investissements étrangers, qui aujourd'hui est un très bel outil, mais qu'on n'utilise pas, voire très peu en France. Est-ce que vous pouvez nous décrire ce que c'est que les... Les IEF, en fait, c'est un outil qui est utilisé par Bercy, qui fait que quand des entreprises sont identifiées comme stratégiques, l'État a légalement le droit de bloquer un investissement étranger si cet investissement étranger potentiellement menace. Donc c'est pas forcément lié au secteur de la défense. On l'a vu, ça a pu être activé par le rachat de Carrefour récemment avec un concurrent canadien. Donc vous voyez que c'est une dimension qui dépasse la problématique de la défense. Mais il y a un sujet normatif. L'idée, c'est qu'aujourd'hui, c'est très français d'avoir ce réflexe normatif. Non, on l'a. Franchement, on a déjà un environnement qui
qui est plutôt favorable. Maintenant, c'est avoir une volonté politique et réunir tous les acteurs. Aujourd'hui, on est un peu trop en France, une dichotomie, il y a le public d'un côté et il y a le privé. Ce serait de resserrer les liens entre tout ça. Donc, il y a une vraie logique culturelle aussi, hein, qui est assez anglo-saxonne sur le lien public-privé qui, en France, est quand même assez cloisonné. On met des silos un peu partout. Donc, nous, on est plutôt dans une logique pragmatique de montrer, avec des exemples comme il peut y avoir Cerber, Media et plein d'autres, que des coopérations publiques-privées elles peuvent très bien fonctionner avec l'État, avec d'autres organismes, avec la BPI qui fait un très bon travail sur pas mal d'aspects sur le sujet, mais qui fait avec les limites qu'elle a en étant une banque publique d'État. Donc, nous, aujourd'hui, on est vraiment dans une logique d'intéresser le plus possible les acteurs privés à aller dans le même sens que nous. Et c'est là où nous, c'est un discours qu'on a, en tout cas c'est un dialogue qu'on essaie de pousser auprès des banques. C'est au même titre que les banques françaises mettent en avant leur responsabilité sociale et environnementale, et ils ont raison de le faire. Nous, on met en avant leur responsabilité nationale en disant vous êtes une banque française, il devrait y avoir une sorte de Small Business Act chez vous, où pour certains secteurs stratégiques, dont la défense pourrait faire partie, et vous êtes prêt à assumer potentiellement un risque à l'image, qui est vrai ou pas, mais de se dire, voilà, moi je suis une banque française, et je dois soutenir des boîtes françaises, parce que ça fait avancer le pays, et c'est une logique de souveraineté. Ça, c'est un discours qui est pas toujours facile à faire passer auprès d'acteurs privés, qui disent, mais moi je suis pas l'État, je suis un acteur privé, certes, mais on reste quand même un peu cocorico de temps en temps, parce que plein d'autres pays le font, et America First, Israel First, bref, il y a plein d'autres pays qui le font, et nous, on aime se dire, non, je suis français quand ça m'arrange, et donc nous, c'est ce qu'on essaie de pousser auprès de certains investisseurs, en disant, tu vas investir, tu es là pour gagner de l'argent, et c'est ta première priorité, et on comprend tout à fait, mais à côté de ça, ce serait peut-être faire un effort qui permette de soutenir des boîtes françaises, et l'idée, c'est de faire avancer la communauté et la souveraineté nationale. Okay. Et on a effectivement eu une question, mais qui revient un peu en arrière. Tout à l'heure, on a parlé effectivement donc, de la confiance des investisseurs et de l'affaire des sous-marins qui n'a échappé à personne. Et justement, on se demandait, un de nos auditeurs se demandait si cela avait eu un impact, pouvait avoir un impact à l'avenir sur la confiance des investisseurs, qui seraient là en train de se dire, effectivement, on investit dans des secteurs et finalement, on se rend compte que sur la coopération internationale, c'est un peu chacun pour soi et on préserve ses intérêts comme on a envie de le faire. Et est-ce que ça pourrait fracturer finalement cette confiance ? Oui et non. Après, on n'a pas forcément trop de recul. Donc là, sincèrement, c'est difficile de répondre parce qu'on est encore un peu dans la fin de la gestion de crise de cet épisode. Mais il y a deux aspects. Ce type de revirement, il n'est pas du tout uniquement dans la défense. C'est juste qu'il y a peut-être d'autres sujets qui sont moins médiatiques. Et donc, sincèrement, des affaires comme ça, je ne dis pas qu'il y en a tous les mois, mais peut-être pas dans ces dimensions. C'est vrai que le montant du contrat... Non, mais le montant, a forcément donné une vision médiatique et politique, à juste titre. Donc, c'est pas lié au secteur, ce type de revirement. En revanche, c'est vrai que les contrats, on va dire, les gros contrats d'armement sont éminemment liés à des relations politico-diplomatiques. Donc ça, vous êtes liés, et on le voit sur d'autres types de matériel. On l'a vu typiquement avec la Turquie ou avec la Russie, où il y a encore 10-15 ans, même moins que ça, une petite dizaine d'années, c'était des partenaires sur certains sujets, et pour des raisons politico-diplomatiques, du jour au lendemain, la situation a fait que la Russie n'était plus notre allié sur certains aspects, et pour pas dire l'inverse, la Turquie pareil, et des choses qui étaient engrangées en termes de coopération industrielle ou en termes de contrats a dû stopper pour des raisons politiques. Donc ça, en effet, c'est un sujet, mais qui n'est pas uniquement lié à la défense. Donc sur nos sujets ici, qui est l'investissement dans les startups ou les PME, franchement, c'est pas le sujet. C'est un contexte de fond, on va dire, qu'il peut y avoir. Mais aujourd'hui, le sujet, on va dire, il est un peu moins macro et il est un peu plus pragmatique vis-à-vis de tout ça. Donc, voilà. Bon, puis le risque, je veux dire, un investisseur qui ne sait pas prendre en compte un risque n'est pas un investisseur. C'est dans tous les domaines. Vous prenez des investisseurs, des fonds d'investissement qui investissent dans les énergies des énergies nouvelles, ou les énergies anciennes d'ailleurs, dans le pétrole, etc. Il est impossible
d'investir dans l'industrie pétrolière sans avoir à l'idée les problèmes géopolitiques. Enfin, exactement au même titre, donc c'est ni plus ni moins. Bon, dans les énergies durables, c'est exactement la même chose, dans les nouveaux matériaux, dans l'aviation, dans le tourisme. Je veux dire, vous prenez le tourisme, il a aussi une dimension géopolitique. Je veux dire, vous ne pouvez pas non plus ignorer, vous investissez dans une boîte qui vend des voyages, il y a également des problèmes géopolitiques. Enfin bon, je ne parle même pas du Covid d'ailleurs, hein, mais bon, donc c'est un faux problème. C'est vrai, vraiment un vrai faux problème. Il faut simplement bien montrer que le secteur de la défense n'est ni plus ni moins risqué que d'autres. Simplement, il s'agit de bien investir, voilà, pour diminuer le risque. Le risque zéro, évidemment, n'existe pas dans l'investissement, encore plus qu'ailleurs. Il s'agit de bien investir. Et pour bien investir, il faut avoir des beaux instruments d'investissement. Et donc, avoir des sociétés qui soient capables, effectivement, d'exporter, d'aller sur des secteurs qui ne sont pas forcément des secteurs de la défense, d'avoir des technologies pérennes et d'avoir une concurrence, enfin de faire face à la concurrence de façon solide par son avance technologique, justement. Et ce que vous disiez tout à l'heure est extrêmement intéressant parce que la défense est intrinsèquement un secteur qui oblige à se remettre en question régulièrement. Et ça ferait quand même beaucoup de bien à un certain nombre de secteurs que je connais, de se remettre en question continuellement pour essayer d'innover continuellement. Et ça, c'est un moteur, je dirais, d'innovation et de compétitivité qui me semble extrêmement intéressant. C'est ce que vous nous aviez dit en introduction, c'est qu'il y avait un problème de rapport au risque en France, notamment des investisseurs, mais même dans les administrations. C'est-à-dire qu'aux États-Unis, dès qu'une start-up était performante, elle était de cash, et qu'en France, ça ne donnait pas. Est-ce qu'il y a un biais culturel aussi à travailler? C'est en train de changer. Franchement, c'est en train de changer. C'est en train de changer. Moi, je l'observe au niveau des réseaux de business angels sur le territoire. Je le vois également, nous sommes membres, on parlait de l'Europe, nous sommes membres de la Fédération européenne des business angels, donc Business Angel Europe, BAE. Et donc, on voit que dans les différents pays, l'aversion au risque existe, c'est évident, mais paradoxalement, les particuliers ont intégré la notion de risque relativement bien, et finalement, elle est compensée, je dirais, par ce sentiment citoyen et ce sentiment d'être utile à la société. C'est-à-dire que même quand j'ai vendu ma boîte, quand je prends ma retraite, quand j'ai une activité non professionnelle directe, eh bien je continue à être utile à la société, à donner mon expérience aux jeunes sociétés, à être utile à mon pays. Et c'est quelque chose d'extrêmement précieux dans le geste d'investir en fonds propres dans une entreprise nouvelle est quelque chose de tout à fait important. Et le biais culturel est central là-dedans. Et c'est là aussi où on essaie de faire passer des messages. Sauf qu'une culture, c'est pas en appuyant sur un bouton, ça se change. Et c'est là où aujourd'hui, justement, ça peut passer par du normatif pour un peu le pousser et passer par des quick wins et du pragmatique. Et c'est là où nous, on attend que dans certains contrats structurants, que l'État, dans le ministère des Armées en l'occurrence, va passer. Ils disent, bah voilà, moi aujourd'hui, sur ce type de contrat, je suis prêt à prendre le risque de confier ça à des startups et voilà, et leur faire confiance et leur montrer que ça peut fonctionner. Oui, potentiellement, c'est peut-être un peu plus risqué sur le papier de confier ce type de contrat à une startup, mais si on prend jamais le risque, on n'innove jamais. Et notamment en termes de processus d'achat et en termes de passage à l'échelle. Donc, changer de culture, c'est très bien, mais c'est du performatif. On peut faire des grands discours, je vais changer de culture. Concrètement, comment ça se matérialise? Et nous, c'est là où on essaie de pousser ça à travers le programme de start-up du J4, c'est de dire, allez-y, maintenant concrètement, contractualiser avec cette start-up, évidemment, soit tout seul, mais avec d'autres PME et d'autres grands groupes, faites-leur confiance et vous allez voir que le risque, parfois, ça paye, et ça paye bien. Je compléterai peut-être
avec un dernier mot si vous me le permettez. Je pense que dans le travail de sensibilisation, on devrait le diriger là où on pense qu'effectivement on peut avoir un impact. De mon point de vue, en tout cas, si je peux résumer ma thèse, je pense que l'industrie financière suivra les conditions qu'on déploiera sur là où on peut créer de l'impact. Et l'impact, on crée où? On crée auprès de l'acheteur. L'acheteur, c'est qui? En matière de défense, c'est l'État. Modulo, la petite parenthèse qu'on a faite sur les technologies duales, qui est extrêmement important, j'en conviens. Et je pense qu'auprès de l'État, et je dis ça sans aucun jugement de valeur, c'est normal, c'est pas une entreprise, l'État, il y a une incompréhension des enjeux de l'entreprise et a fortiori du jeune entreprise. Et je pense qu'on devrait travailler sur l'éducation, sur la sensibilisation de ces enjeux-là. Je prends un exemple tout simple. Aujourd'hui, l'État se gargarise des subventions et de l'accompagnement des jeunes entreprises. Et c'est bien. Attention, il y a beaucoup de pays qui ne le font pas. Et dans une période comme le Covid, par exemple, c'était formidable pour maintenir tout un tas d'entreprises à flot. Mais il faut bien comprendre, et ça, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ne le comprennent pas, que quitte à dépenser 1 million d'euros, c'est pas grand-chose 1 million d'euros, en particulier dans l'industrie de défense, 1 million d'euros en subvention, selon la taille de l'entreprise, ça peut fondre en 6 mois, 1 an, 1 an et demi. Et après, qu'est-ce qui a changé? C'est des choses qui, une fois plus, ça prend du temps. Si vous mettez 1 million d'euros dans de la commande publique, en fait, ce million d'euros dans la commande publique, il va créer des produits, des commandes. Ces commandes, elles vont créer un lien commercial. Ce lien commercial, il va permettre d'obtenir un retour d'expérience sur le produit, qui va permettre de créer un cercle vertueux dans lequel on va créer de nouveaux produits. Ce chiffre d'affaires, il va pouvoir être affiché devant des investisseurs en disant « Voyez comme c'est viable financièrement, je vends », parce qu'une subvention, ça ne vaut rien. Quand vous allez voir une banque ou un fonds d'investissement, vous ne parlez pas de vos subventions. Ça n'intéresse personne. Ça n'intéresse personne pour investir. Ce qu'ils veulent, c'est du chiffre d'affaires, parce que c'est le nerf de la guerre. Donc, quitte à dépenser de l'argent, vous voyez dans cet exemple tout simple volontairement, vous avez un même investissement, mais il y en a un qui crée un cercle vertueux, qui crée en fait un levier extrêmement important dans lequel, en plus, ce n'est pas l'argent de l'État qui prend le relais, c'est l'argent de tout l'écosystème, notamment de l'écosystème financier, d'autres entreprises partenaires et ainsi de suite. Voilà juste un exemple parmi tant d'autres qui permettrait, je pense, de mieux diriger l'effort pour à terme changer les choses. Très important, ce qui vient d'être dit. On l'a dit d'ailleurs auprès de Bercy, on est intervenu auprès de Bercy, pour dire qu'effectivement, c'est très bien dans des circonstances telles que le Covid, effectivement, de maintenir les sociétés avec le chômage partiel, les PGE, etc. Mais rien ne valait la commande. Et c'est ce que font d'ailleurs un certain nombre de pays, on en revient aux États-Unis ou à d'autres, qui passent des commandes aux entreprises, ce qui au fond est une subvention déguisée, mais une subvention beaucoup plus fructueuse qu'une subvention au sens strict du terme. Parce qu'effectivement, celle-là est génératrice de tout un tas de conséquences, et notamment d'embauche. Une entreprise n'embauche pas parce qu'elle a de la trésorerie, elle embauche parce qu'elle a des commandes, et qu'il faut bien les satisfaire. Donc c'est ça, tant que Bercy n'avait... Je suis bien placé pour savoir qu'ils n'ont pas bien compris comment fonctionne une entreprise, encore, je suis désolé de le dire, mais une entreprise, quand on baisse les charges ou quand on donne des subventions, on augmente la trésorerie, mais l'entreprise va effectivement peut-être investir en recherche et développement parce qu'elle a de la trésorerie, mais c'est quand même très faible. Rien ne vaut une commande qui va entraîner des besoins de recrutement. Donc derrière, vous avez des gens que vous avez embauchés, donc qui vont consommer, donc qui vont générer de la TVA, donc qui vont générer de l'impôt sur les sociétés, etc. Enfin, c'est le meilleur investissement possible pour l'État que celui de passer des commandes, et notamment, alors effectivement, dans le secteur de la défense, hein, c'est tout à fait important ce que vous avez dit. Je réinsiste pour demain. Je pense que les commandes sont essentielles. Il faut des premiers clients pour valider les produits, et l'État peut jouer un rôle important là-dedans. Et c'est vrai qu'il manque sans doute quelque chose en France, en Europe, par rapport aux particularités du domaine de la défense. Et qu'en fait, on s'intéresse vraiment à des sociétés qui se créent autour de technologies de rupture, donc les plus avancées, donc qui nécessitent des investissements importants avant qu'on puisse sortir un produit valide, qu'il faut penser tout de suite à l'export, donc il faut aussi avoir des investissements en termes commerciaux. Et en fait, les tickets à mettre pour investir sur ces dossiers-là, c'est pas ce qu'on a l'habitude de voir en France. On dit avant, voilà, on met 1 million et puis trouve-nous des clients, fais un petit produit et puis une fois que tu auras ton million, on fera un deuxième tour, tu auras 2 millions, 3 millions. Sur ces sujets qui vont être différenciants pour la défense, en
fait, c'est des sujets, il faut être prêt à mettre 20, 50 millions avant d'avoir les premiers revenus. Et ça, moi, je ne le vois pas sur la scène venture capital française, alors qu'aux États-Unis ou même en Europe du Nord, on voit des dossiers comme ça. Et je pense que donc là, il y a vraiment une nécessité de mettre en place un écosystème de financement. Je pense que le fait qu'il y a une initiative, je veux dire, privée, défense d'Angel, je veux dire, va peut-être catalyser tout ça, mais à un moment, il va falloir être prêt à prendre ces risques, parce que si on ne les prend pas, c'est pas en mettant 500 000, 1 million, on arrivera à développer les technologies de propulsion, de quantique, etc. Alors, le Fonds Innovation Défense veut jouer son rôle, même s'il il rentre normalement un peu plus tard dans la maturité, il est plus pour ce qu'on appelle le scale-up. Et puis je pense que l'État ne peut pas tout faire. Il doit d'abord être client, en tout cas essayer dans la défense, c'est le client final. Donc c'est à lui aussi de plutôt jouer sur le client. Et je crois beaucoup à l'initiative privée. Et puis j'espère que l'initiative Défense Angel va permettre de catalyser. J'espère beaucoup. Avec le Il soutien. faut faire la même chose que dans le marché médical ou pharmaceutique. Quand vous développez un médicament, c'est pas avec 1 million, 2 millions, c'est pas non plus sur 2 ou 3 ans. C'est le même temps long, au fond. Au fond, c'est exactement la même chose. Le développement d'une molécule, c'est des investissements de centaines de millions sur parfois une décennie. Donc c'est exactement la même chose. On est en train de découvrir quelque chose qu'on connaît depuis très longtemps. Enfin, c'est curieux qu'on est en train de découvrir là, on a l'air de trouver quelque chose de nouveau, alors que c'est quelque chose qui est parfaitement admis dans l'industrie pharmaceutique. Bon, pourquoi et nous voulons effectivement, à travers Défense Angel, créer un écosystème qui soit tout à fait équivalent à celui qui existe dans l'industrie pharmaceutique, je dirais, pour prendre cet exemple. Merci messieurs, il est 10 heures, vous êtes très ponctuels. Merci messieurs de vos lumières, on a vraiment vu beaucoup de sujets, finalement on a eu cette problématique en fil continu, vous avez insisté sur l'importance de la dualité, application civile, application militaire, le travail culturel, la prise de risque, la commande publique aussi pour initier et favoriser le développement des entreprises. On est très content de vous avoir reçu. C'est vraiment des problématiques qu'on travaille à fond chez Archer, et dans les futurs grands entretiens qui vont venir, on parlera aussi de souveraineté, mais c'est aussi de souveraineté alimentaire et de souveraineté énergétique. Donc, merci à tous les 4, tous les 5, et à très bientôt. Merci à vous. Merci à vous.